la greffière d'audience. Nous sommes en audience publique, Madame la Présidente. Maître Kaufmann. Alors, Madame la Présidente, Mesdames les juges, avant la pause, nous étions en train de discuter de la circulaire de commandement numéro 16 de 2016 et de la délivrance ou de la publication de la directive d'enquête numéro 12 de la PNP de 2016, qui définissait des politiques et des directives supplémentaires dans la conduite de l'opération Double Barrel. Cette directive instruisait les unités d'enquête sur la manière d'assumer leurs responsabilités en cas de confrontation armée lors de la mise en œuvre de l'opération Double Canon, Double Barrel. Le document traite également ou comporte également une exhortation à la surveillance des violations des droits de l'homme perpétrées par les unités opérationnelles du PNP. Le terme neutralisation lui-même n'est bien sûr défini nulle part dans ces documents comme signifiant tuer, le fait de tuer. Un point que l'accusation elle-même a admis au moment où elle cherchait à obtenir l'ouverture d'une enquête. Mesdames les juges, je vous renvoie au document ICC 01 21, document numéro 7. Donc l'accusation, tout au long de son mémoire de préconfirmation, invite la Chambre de Séance à conclure par inférence que le mot neutralisation signifie meurtre, et même le grave dans le marbre comme sa déclaration formelle du plan commun. Mais nous, de la défense, pouvons démontrer que le terme neutralisation ne peut signifier que l'utilisation ou le recours à la légitime défense lorsque la vie des agents est en danger. Et le texte de la circulaire doit également être lu dans le contexte du cadre directeur et d'autres directives du PNP. À notre sens, dans les contextes politiques, législatifs, judiciaires et des forces de l'ordre, la position constante a toujours été que la neutralisation désigne le fait de faire preuve de retenue légale. Sur le plan exécutif et opérationnel, le chef de la police nationale philippine, De La Rosa Bato, a clarifié publiquement en 2017 que le terme neutralisation signifie l'arrestation. De plus, dans une transcription officielle en date du 28 octobre 2024, l'ancien chef de la police de l'époque, donc De La Rosa, témoignant devant la commission chargée de la reddition de comptes des fonctions publiques et des enquêtes, a déclaré que le terme neutralisation trouvait son socle dans le manuel des procédures opérationnelles du PNP, où il est spécifiquement et strictement défini. Examinons simplement ce qu'il a dit. Et pour votre gouverne, nous allons afficher le passage en question à l'écran. Passage du manuel de procédure opérationnelle du PNP auquel De La Rosa a fait référence, qui a été publié en 2021, soit dit en passant. La neutralisation, et je cite, une intervention policière dans le strict respect de l'utilisation de la force et du principe de la proportionnalité quant à l'usage de la force aux fins d'endiguer ou de mettre fin à une agression illicite de la part du délinquant. Cela peut comprendre l'arrestation, la capture ou la remise ou d'autres actes visant à neutraliser le suspect. Il nous semble plutôt stupéfiant que l'accusation ait pu ne pas comprendre la portée de cela. L'accusation était au courant du discours de De La Rosa, parce que c'est elle qui nous l'a divulgué.
Mais les enquêteurs du bureau du procureur n'ont manifestement jamais pris la peine de lire le manuel de procédure auquel De La Rosa faisait référence. En fait, nous savons qu'ils ne l'ont pas fait, car cela ne figure pas dans l'inventaire des preuves. Dans le domaine judiciaire, lorsque la terminologie a été examinée devant la Cour suprême des Philippines, dans le cadre de requêtes contestant certains aspects de la campagne antidrogue, le gouvernement a défendu les circulaires au motif qu'elles n'accordaient pas de licence de tuer ou permis de tuer et que la Cour suprême des Philippines a jusqu'à présent refusé de déclarer ou de statuer en déclarant la campagne inconstitutionnelle. Elle n'a pas non plus accepté d'invalider des circulaires et a refusé de statuer que le terme neutraliser ou neutralisation signifie tuer. Le traitement de la question par la Cour suprême est particulièrement édifiant. La Cour a fait remarquer que la formulation n'était ni nouvelle, ni propre à l'administration Duterte. L'expression avait déjà été utilisée, par exemple, dans le manuel révisé de la PNP de 2014 sur les opérations et l'enquête antidrogue illégale. En d'autres termes, le terme faisait partie du vocabulaire policier existant. En outre, la Cour a précisé que la simple utilisation de ce terme dans une circulaire ne rend pas cet instrument inconstitutionnel pour autant. Surtout lorsque la circulaire impose expressément le respect des principes juridiques internationalement acceptés, de la politique publique et du plein respect des droits de l'homme, comme nous l'avons montré tout à l'heure. Aucune circulaire n'a été invalidée par ce motif. Il n'a jamais non plus été établi au plus haut niveau de la justice nationale que neutraliser est synonyme de tuer. Le dossier judiciaire ne confirme pas une telle équation. Dans chaque contexte institutionnel, le terme a donc été inscrit dans les pouvoirs policiers ordinaires et limité par le cadre légal du recours à la force. Le témoignage de ceux qui opèrent dans ce cadre, les témoins à charge, confirment cet état des faits. À titre d'exemple, les témoins P1158 et P1170 ont expliqué que neutraliser signifiait arrêter ou incarcérer par des moyens légaux. Cela ne signifiait pas du tout tuer. De même, les témoins P1050 et P1174 ont confirmé que la force létale n'était utilisée que lorsque la résistance d'un suspect mettait la vie d'un officier en danger, reflétant la doctrine ordinaire de légitime défense et conformément aux déclarations publiques répétées de Duterte, selon lesquelles la force n'était justifiée que dans de telles circonstances. Le témoin P1214 indique en outre que les décisions opérationnelles étaient prises par les officiers sur le terrain dans le respect et dans le cadre de protocoles établis. Maître, je suis désolée de vous interrompre encore une fois. Il faut que vous précisiez le numéro de document auquel vous faites référence. Je dis qu'il faut que vous précisiez le numéro de document auquel vous faites référence pour nous.
Maître Kaufmann, avec votre permission, Madame la Présidente, bien entendu, je vous prie de m'en excuser. Je pensais que nous avions un accord avec les juristes de la Cour que nous allions envoyer des références après l'audience, mais bien entendu, le document auquel j'ai fait référence porte la référence PHL OTP 000190518-R01. Alors, Madame la Présidente, Mesdames les juges, pris ensemble, le manuel, les clarifications publiques de la direction policière, la position de l'État devant la plus haute cour des Philippines, et même les témoignages corroborant des témoins à charge, tout cela démontre une compréhension cohérente et uniforme que la neutralisation a été formulée comme une incapacité légale par l'arrestation et les mesures associées, pas comme une politique de meurtre. Et si l'argument de l'accusation relatif au plan commun, tel que contenu dans les chefs numéro 2 et 3, repose sur la circulaire de commandement numéro 16 de 2016, autant faire nos valises maintenant et rentrer chez nous, car Duterte est tout simplement non coupable. Toutefois, pour être complet, je vais poursuivre ma plaidoirie. Le cinquième indicateur allégué d'un plan commun, tel qu'allégué au paragraphe 28 du mémoire de préconfirmation, semble être la diffusion concertée de discours incendiaires. Là, l'accusation cite une fois de plus de manière sélective des extraits d'interviews médiatiques de 2016 avec Ronald De La Rosa, Bato, et Vitaliano Aguirre, lesquelles interviews servent son objectif et la thèse de l'accusation, tout en faisant fi totalement des commentaires plus catégoriques et sans équivoque qui détruisent son dossier. Concernant l'entretien avec De La Rosa, mentionné au paragraphe 28, après avoir prétendument incité une foule de toxicomanes à causer des dommages criminels aux biens de leurs fournisseurs de stupéfiants, le nouveau chef de la police, nouvellement nommé, a déclaré « C'est soit que vous allez mourir de coups de feu de la police, si vous résistez. » Je fais référence au document PHL OTP 0000849, page 2. Il en va de même pour les propos dans une interview d'Al Jazeera, PHL OTP 000903, propos attribués à Vitaliano Aguirre, dont l'accusation attribue la criminalité à Rodrigo Duterte en citant les commentaires de Aguirre, à savoir que la politique de l'administration était d'arrêter le crime et de tuer les barons de la drogue. De tels commentaires reflètent uniquement la position d'Aguirre et nous ne voulons certainement pas dire que Aguirre a fait quoi que ce soit de répréhensible. Dans la même interview d'Al Jazeera, Aguirre affirme, non pas une fois, mais 2 fois, que la politique de Duterte lui-même était que la police n'utilise la force létale qu'en cas de légitime défense. Et si l'on pouvait afficher la partie de ce passage que je veux lire au fin du compte-rendu. Le président Duterte était très clair sur cette question, a dit Aguirre, à savoir qu'il n'y aurait pas de meurtre de criminels non armés, c'est-à-dire que vous n'utilisez la force que
s'il y va de votre vie. Plus tard, dans la même interview, Aguirre répétera le même thème qui disculpe Duterte, PHL OTP 00090340 à la page 4. Et je vais donner lecture du passage pertinent qui est surligné en jaune. Ils sont censés procéder à leur arrestation, mais lorsqu'ils ripostent, c'est à ce moment-là que le président leur a donné des instructions, comme instruction de d'abord se protéger eux-mêmes. Donc, cela en dit long sur la théorie de la bouche élastique évoquée par M. Jeremy, qui pensait qu'il tenait un double discours. Et les soi-disant auteurs ne pensaient pas qu'il tenait un double discours. Alors pourquoi est-ce que l'accusation cite des extraits qui soutiennent sa thèse de façon sélective? Je ne vais pas les accuser de malversation, mais je peux m'aventurer en faisant valoir que les personnes qui ont examiné les vastes bases de données de l'accusation pour trouver des preuves appropriées effectuent des recherches par mots-clés. Et l'un des mots-clés les plus utilisés était probablement le mot « kill », « tuer » ou « neutraliser » ou voir la version de neutraliser, neutralisation. Une fois que le procureur trouve une occurrence, il se réjouit de pouvoir l'intégrer dans sa thèse prédéterminée et ne prend même pas la peine de lire le reste de la preuve ou de l'élément qui innocente le suspect de façon catégorique. En ce qui concerne le 6e indicateur d'un soi-disant plan criminel commun, tel qu'énoncé au paragraphe 29 du document de mémoire pré-confirmation, aucun des discours imputés à l'ancien président, ni l'utilisation de ce que l'accusation qualifie de langage déshumanisant, par les présumés co-auteurs ne suggère de criminalité. Pour ma part, je suggérerais qu'il est dans les limites d'un discours politique acceptable, bien qu'extrême, que de qualifier les consommateurs de drogue de bêtes, d'animaux, ou de dire que les barangays sont affligés par la menace de la drogue. Le dernier élément est tout à fait véridique. On ne peut guère s'attendre à ce que des politiciens populistes et des forces de l'ordre, des agents des forces de l'ordre considèrent les toxicomanes et les dealers comme des piliers de la communauté qui symbolisent la probité. Je pense que vraiment l'accusation est désemparée si elle se retrouve à se défendre, si cela constitue une preuve circonstancielle, indirecte, pour prouver l'existence d'un plan commun. Il en va de même pour le 7e soi-disant indice de criminalité, qui est basé sur les noms créés pour les deux opérations policières, à savoir double canon, double barrel, et Tokhang, ainsi que leur supposée évocation des métaphores des armes à feu. Bien que la source de ce joyau particulier, le témoin P1207, un meurtrier autoproclamé et des armes à feu à perpétuité à l'esprit lorsqu'il utilise cela dans son discours quotidien, cela ne signifie pas que ceux qui ont formulé la politique antidrogue agissaient sous un caprice similaire lorsqu'ils ont élaboré la nomenclature de ces deux opérations policières en particulier. Et bien entendu, il y avait d'autres opérations policières qui avaient des images ou qui évoquaient des images complètement différentes, comme
l'opération One Time Big Time, mentionnée par quelques témoins de l'accusation, et l'opération Riding in Tandem. L'esprit ne peut qu'imaginer quel type d'image lugubre l'accusation pense que ce titre évoque. Aucun des indices que j'ai mentionnés jusqu'à présent n'a montré d'aucune manière une convergence des esprits entre les présumés co-auteurs montrant une communalité, un dessein commun ou un accord pour agir de façon illicite. Bien sûr, l'accusation nous a montré des photographies des présumés co-auteurs prononçant des commentaires similaires à ceux de Rodrigo Duterte. Mais cela ne constitue pas une convergence des esprits, comme je vais l'indiquer dans un instant. Le 8e indice qui manifesterait l'existence d'un plan de criminalité ou d'intention solidaire, comme cela serait nécessaire pour établir l'existence d'un plan commun. J'en viens à la 9e catégorie de preuves circonstancielles pour le plan criminel commun. L'accusation se fonde sur ce qu'elle estime être la publication sans embâche par l'administration de Duterte des statistiques enregistrant le nombre de décès causés par la soi-disant guerre contre la drogue. Mais regardons tout simplement comment et où les statistiques sur lesquelles se fonde l'accusation ont été publiées dans 2 rapports du gouvernement. Le premier étant le rapport de fin d'exercice de l'administration Duterte, publié en 2017 et comportant au total 63 pages, couvrant chaque secteur du gouvernement et de l'économie, et dont seulement 2 pages sont consacrées aux activités de maintien de l'ordre. Je vous donne la code de document sous peu. Le document affiché à l'écran. Si les décès des 3967 personnalités du milieu de la drogue sont mentionnés comme étant effectivement enregistrés, et comme Mme Robin Croft l'a dit utilement dans sa présentation, et s'ils sont assez conséquents, ces décès ne représentent qu'une fraction des 118 287 arrestations au total pour les activités liées à la drogue, en particulier lorsque le gouvernement mène des opérations spéciales dans le cadre d'une campagne visant à juguler le problème de drogue. De telles statistiques n'indiquent certainement pas l'existence d'une politique de meurtre à grande échelle visant à supplanter le processus de la loi. Si c'était le cas, alors certains États partis d'Amérique latine ont régulièrement égalé, voire excédé ou dépassé les Philippines, s'agissant du nombre de meurtres par habitant perpétrés. Ce qui est assez flagrant, toutefois, dans le fait que l'accusation se fonde sur des rapports faisant état des principales réalisations et la manière dont l'accusation survole ce rapport, ou plutôt ignore les pages de ce rapport qui ne cadrent pas avec sa théorie. Je vous renvoie à la page 28 du document qui souligne le fait que 1900 enquêtes liées à la drogue ont été menées contre des forces de l'ordre l'année précédente, avec 375 agents de police limogés, y compris 2 policiers impliqués dans le meurtre de Karl Anaïs, qui ont plus tard été déclarés coupables et condamnés à l'emprisonnement à perpétuité.
Ces agents de police étaient affiliés au commissariat de la ville de Caloocan, et où, d'après le rapport, 1000 personnes relevant de ce commissariat ont été envoyées en recyclage. Pour conclure, en conclusion, ce document, loin de démontrer un complot fomenté entre les co-auteurs, témoigne en fait du respect par l'administration Duterte de l'état de droit et constitue une preuve écrite de la tolérance zéro envers les policiers corrompus. Quant à la deuxième publication officielle qui est censée étayer le plan criminel, je vous renvoie au rapport annuel de 2016 publié par la police nationale philippine. Les statistiques sont citées, avec tout le respect, de manière fort erronée. Les tableaux utilisés par De La Rosa, et en particulier le diagramme en camembert, montrent une incidence de décès remarquablement faible par rapport à la représentation que l'accusation a fait de ces statistiques. Donc, qui ne viennent pas de La Rosa. S'agissant de la 10e et dernière source de preuves circonstancielles censée étayer le caractère mutuellement convenu du plan criminel, c'est le fait que les exécutions extrajudiciaires, pour citer le procureur, ont été perpétrées en suivant la même ligne de conduite, le même mode opératoire que les auteurs qui avaient dissimulé leurs traces. Mais je vais vous poser une question qui appelle une réponse. Si l'administration Duterte était si effrontée au point de déclarer son intention de tuer les consommateurs et les trafiquants de drogue et de célébrer cela, comme le dit le procureur, dans des publications officielles de l'État, alors pourquoi encouragerait-il les auteurs à se donner tant de mal pour dissimuler, déguiser cette intention? Bien sûr, rien n'est impossible. Je ne fais ici que souligner les contradictions internes qui émaillent la thèse de l'accusation. En tout état de cause, comme on le dit en anglais, il y a plusieurs moyens de tuer un chat. Et les différents types de modes opératoires que nous avons recensés dans les 49 incidents de meurtre allégués par l'accusation impliquent toute forme de boucherie imaginable, allant de la strangulation, la suffocation, le fait de poignarder et de tirer sur les individus par balle. Donc les coups de couteau et les tirs par balle. Supposer que l'accusation puisse surmonter l'obstacle d'avoir approuvé l'existence d'un plan commun, comment a-t-elle démontré que les co-auteurs se sont coordonnés pour parvenir à un accord mutuel en vue d'exécuter ce plan? Eh bien, l'accusation ne l'a pas fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est de projeter une sélection de commentaires, d'observations faits par des proches collaborateurs de M. Duterte au gouvernement et qui s'inspirent toutes de la rhétorique de M. Duterte. Le procureur définit artificiellement les individus identifiés comme un groupe ou un collectif de co-auteurs. Les juridictions de common law d'où je viens connaissent bien ces questions dans le contexte du principe de droit de l'entente. Les règles fédérales aux États-Unis permettent d'utiliser les déclarations des co-auteurs comme preuve circonstancielle pour établir l'existence de l'entente. Mais
il exigeait que ces déclarations soient faites pendant ou en application ou en exécution de celles-ci. Donc, la diffusion de ce narratif pour se défouler, ce qu'ont fait les soi-disant co-auteurs, ne contribue pas à la réalisation de l'objectif criminel. Donc, le terme « en application de » ou « en exécution de » signifie que la déclaration invoquée doit permettre de réaliser les objectifs de l'entente, par exemple par des réassurances, des assurances, des mises à jour, des actions prises pour éviter la détection. Je réalise à présent qu'il n'y a pas beaucoup de jurisprudence sur cette question, mais restons logiques. Où pouvons-nous fixer les limites? S'il suffit tout simplement de déduire un accord mutuel pour exécuter un plan criminel, si on fonde uniquement les déclarations de personnes proches d'une personne qui a été désignée comme cible de l'accusation, à cause du fait que sa déclaration est de qualité similaire, c'est ce qu'on appelle logique du bootstrapping. Il s'agit de s'appuyer sur des informations limitées avec les mêmes éléments et tenter de valider cette information ou de créer une structure en dehors de celle-ci. Le procureur a mis la charrue avant les bœufs. Elle a tout simplement choisi un certain nombre de personnes travaillant aux côtés de l'ancien président qui a tenu des propos offensants, similaires, et les a appelés co-auteurs. Au lieu de rechercher des éléments de preuve qui permettront de mettre en lumière les interactions entre ces personnes et conclure à une entente criminelle qui en découlerait si les éléments de preuve étaient une telle hypothèse, le procureur a adopté une prémisse préconçue et prédéterminée d'un plan criminel et l'a imposé de force à ces personnes. L'artifice de la méthodologie de travail du procureur, adoptée par le procureur, pour invoquer ce type de collusion criminelle devient encore plus évident si nous examinons les éléments de preuve émanant des auteurs de crimes eux-mêmes sur une base granulaire, en particulier les propres témoins phares de l'accusation, à savoir 2 ou 3 d'entre eux censés former le noyau dur de soi-disant escadron de la mort de M. Duterte. Donc, j'espère que nous avons respecté les consignes de caviardage. P1, par exemple, qui a avoué être un meurtrier de sang-froid, dont le recrutement par l'accusation sera examiné ailleurs, plus tard, a été interrogé sur le plan criminel commun de ses associés, et ce jusqu'en 2017. Et voici ce qu'il a eu à dire. Chaque fois qu'une personne commettait une faute contre le gouvernement de M. Rodrigo Duterte, on ne s'embarrassait pas à l'envoyer en prison, nous l'éliminions tout simplement. Code du document, cité PHL-OTP-0001-2584, ligne 248-250. Donc, je viens de donner cette citation. Transcription PHL OTP 000-12-376-R-02, ligne 248 à 250. Donc, ayant donné cette citation du témoin, je dirais que, au dire de ce témoin, le plan commun ne visait pas, n'était pas plutôt une politique raffinée destinée à nettoyer les rues, mais plutôt une folie meurtrière lancée contre
l'opposition politique. Et bien sûr, une telle politique n'existait pas. P3, dont le témoignage a trait à la présidence de M. Duterte, décrit une orgie meurtrière similaire, sans raison ni rime, n'impliquant pas disons opération One Time Big Time. Il est même advenu un point où P3 était tellement pétrifié à l'idée de ne pas atteindre les quotas des massacres qu'il s'est mis à attraper des gens au hasard et à les tuer, des jeunes ayant un travail journalier pour que des reportages puissent être faits à la télé pour le compte de l'opération One Time Big Time. Et maintenant, je vous le demande, comment est-ce que P3 pouvait-il agir sous des directives criminelles claires consistant à cibler les consommateurs de drogue pour les tuer lorsqu'il dit que parfois il procédait à des arrestations soi-disant propres. Donc on ne sait pas quand est-ce que l'accusation suit la thèse criminelle et quand il ne le fait pas. Qu'entend-on par arrestation propre? Ce sont des arrestations faisant suite à la suite desquelles un criminel est appréhendé et remis à la justice. Sur ce, je pense avoir épuisé le premier volet des critères objectifs requis pour constituer la coaction indirecte et j'espère avoir démontré de manière concluante qu'il n'y a jamais eu de plan criminel commun mutuellement convenu. Madame la Présidente, il me reste 10 minutes. Je vais commencer le concept de contribution essentielle, et qui est le deuxième volet dont je vais parler, s'agissant de ce mode de responsabilité, qui exige du procureur qu'il démontre de manière objective que M. Duterte lui-même a apporté une contribution essentielle à l'exécution de ce plan criminel et plus encore, il faudrait que sur le plan subjectif, il ait conscience qu'il a apporté une telle contribution. C'est ce que nous, avocats d'expression latine, appelons le critère dit sine qua non. Donc, pour le mettre autrement, est-ce que les 49 meurtres identifiés par l'accusation se sont effectivement produits, particulièrement en raison de la participation de Rodrigo Duterte, ou pour simplifier davantage la logique, est-ce que le retrait de Rodrigo Duterte de ce plan criminel visant à cibler les criminels présumés tels que l'allègue l'accusation aurait permis d'éviter ces 49 décès. Donc, voyons où est-ce que ce critère est énoncé. Donc, le jugement Al-Kushayb, paragraphe 79.6, 796, et je vais citer la partie essentielle, contribution essentielle. L'accusé doit apporter une contribution essentielle sans laquelle la commission de l'infraction ne serait pas possible. Pour retenir un accusé responsable en tant que coauteur, au sens de l'article 25.3a du statut, il doit être établi, entre autres, qu'il ou elle exerçait un contrôle sur le crime en vertu de sa contribution essentielle et le pouvoir qui en résulte de faire obstacle à sa commission.
Et ici, j'aimerais vous présenter les statistiques relatives au rythme d'exécution depuis que l'ancien président a quitté le pouvoir et que la responsabilité de l'ordre public a été transférée au président Ferdinand Marcos Jr. Je me fonde sur un rapport publié par des universitaires du Third World Study Center de l'Université des Philippines dans le contexte du projet d'Arras. Croyez-moi, les auteurs de ce rapport comprenant des statistiques hebdomadaires sur la première année de l'administration Marcos de 2022 à 2023 ne sont pas de grands amis de l'ancien président Duterte. Et ce rapport a même été cité dans un article, mais on peut le trouver à la cote PHL 336 0006-001, page 006 à 0010. Le rapport pour la première année de l'administration Marcos montre que sur 342 meurtres, 160 ont été commis par des agents de l'État. Et ces chiffres et ces statistiques ont continué d'augmenter dans la seconde année de l'administration Marcos, 2023 à 2024, ce qui montre une augmentation du nombre de décès causés par des groupes d'autodéfense, malgré une réduction du nombre de décès causés par les forces de l'ordre, passant de 46,8% à 34%. Ce sont là des statistiques dont on ne peut être fier. Donc, avec tous les graphiques sophistiqués de l'accusation, je suis presque sûr que s'ils devaient les recréer pendant la période des 2 ans suivant le retrait de Duterte du pouvoir, il n'aurait plus assez de place sur l'écran de leur ordinateur pour afficher des chiffres aussi élevés. La conclusion est que la disparition de Duterte de la scène a fait obstacle aux incidents de meurtre perpétrés par les agents de l'État ou les justiciers. Donc, je suis obligée de me demander si quelqu'un de l'autre côté de la salle a songé à enquêter sur le phénomène lié au régime Marcos et demander des comptes. Et pourquoi mes collègues représentants des victimes ne réclament pas que des comptes soient rendus pour ces décès? Ou est-ce que cela n'a pas d'importance maintenant que le monstre, comme l'a appelé M. Boutayan, est détenu au centre de détention à La Haye? Merci. Nous pouvons prendre une pause naturelle à ce stade. Merci. À 14 heures. Merci beaucoup. L'audience est levée. All rise. We will